Durant ces 2 jours, nous avons débattu tous ensemble des différentes facettes du mouvement laïque. Si je suis le dernier à parler, mon propos ne peut pas être une conclusion, car la nouvelle page de l'histoire, nous allons la construire ensemble. Et tous ensemble, nous allons continuer tant le débat, qui n'est pas terminé aujourd'hui, que dans l'action mobilisatrice nécessaire. Mon propos ne peut donc être qu'une invitation à aller plus loin, et je vous ferai une proposition à la fin de mon intervention pour lancer d'autres débats que ceux que nous avons lancés aujourd'hui, et peut-être que nous incorporerons cela dans les 3e réunions laïques internationales, et puisque j'ai entendu Pierre Galland, peut-être à Bruxelles. La laïcité donne lieu aujourd'hui à bien des confusions et à de fâcheuses contre-vérités. Certains la considèrent comme une religion, une doctrine qui aurait ses zélotes. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Xavier Darcos, ministre français qui veut détruire l'école du peuple et l'école de la République, affirmait tranquillement à la radio que la laïcité était la religion de la sortie des religions. Et que les religions ayant renoncé, toutes les religions ayant renoncé à leur visée hégémonique, le laïcisme était une idéologie dépassée. Nicolas Sarkozy, celui qui veut tuer la République française, qui veut dérépublicaniser la République française, ne dit rien d'autre lorsqu'il affirme que la laïcité doit devenir positive, comme d'autres ont pu dire qu'elle devait devenir plus ouverte, comme si la laïcité pouvait être négative ou fermée. D'autres l'ont dit ici avant moi, mais l'idée mérite d'être soulignée. La laïcité n'est pas une doctrine, la laïcité n'est pas une religion, la laïcité n'est pas une valeur, la laïcité est un principe. Ce principe est contenu dans la loi du 9 décembre 1905 qui fonde la séparation des églises et de l'État. L'État, qui représente l'autorité publique, n'a pas à prendre en considération les croyances religieuses. Si la République connaît tous les cultes, il ne doit en reconnaître aucun. Affirmer cette séparation revient à défendre 2 idées. D'une part, l'idée selon laquelle la loi n'est pas affaire de foi. D'autre part, l'idée selon laquelle l'État n'a pas à instituer les représentants des religions comme représentants politiques de l'État. C'est là une façon de protéger le droit. Celui-ci ne doit pas être le reflet des croyances particulières. Il doit être l'expression de la volonté générale, selon le principe de Rousseau. Et j'ai dit ici volonté générale, je n'ai pas dit intérêt général. Parce que la volonté générale, elle reconnaît les antagonismes sociaux qui sont le moteur de l'histoire. Et la volonté générale, c'est ce qui, à un moment donné, l'état du rapport de force entre antagonismes sociaux et qui détermine la volonté majoritaire du peuple. Le contexte qui est le nôtre est marqué par 3 phénomènes qui remettent chacun en question ce principe de séparation. Premièrement, la montée des intégrismes. Deuxièmement, la communautarisation du droit. La montée des intégrismes atteste de ce que les religions n'ont pas renoncé, loin s'en faut, à leur visée hégémonique, contrairement à ce que disait le sabreur Darcos. La communautarisation du droit montre quant à elle que l'idée d'un droit qui aurait pour seule source la volonté générale, je dis bien la volonté générale et non pas l'intérêt général, c'est-à-dire la volonté majoritaire du peuple à un moment donné. Et quand je dis communautarisation, et quand je dis communautarisme, je parle bien sûr du communautarisme ethnique et religieux, mais je parle aussi du communautarisme ethnique. C'est-à-dire que je le dis ici, que par exemple la CMU, qui a été instituée par le gouvernement Jospin, fabrique du communautarisme social. La position républicaine de l'universalité des droits, c'était l'accès aux soins pour tous, avec remboursement à 100% par la Sécu. Parce que lorsque l'on institue des droits
qu'on donne une complémentaire gratuite à des gens qui gagnaient moins de 3 400 francs par mois, et que les gens qui gagnaient en dessous du SMIC, mais au-dessus du plafond de la CMU, ils avaient leurs yeux pour pleurer et cela ne pouvait pas se soigner. Et que donc, l'accès aux soins partout et pour tous doit être généralisé et supprimer l'effet de seuil, par exemple, de la CMU. Ce qui montre que la bataille contre le communautarisme, c'est bien sûr la bataille contre le communautarisme ethnique et religieux, c'est aussi la bataille contre le communautarisme social, quand on veut donner des droits à certains et sans les donner aux autres. La défense de la laïcité n'est donc pas un combat d'arrière-garde. Il est plus que jamais d'actualité. Il suffit de voir les démocraties anglo-saxonnes qui ignorent le principe de laïcité sont beaucoup moins armées que la République pour combattre l'intégrisme et le communautarisme. Il est un troisième phénomène qui caractérise notre époque. C'est la globalisation et la déréglementation des marchés. L'économie est depuis une trentaine d'années tributaire d'un dogme qu'on désigne par le terme néolibéralisme. Certains pensent que le combat en faveur de la laïcité et que le combat social sont deux combats disjoints. Il n'en est rien. Plus que jamais, la liaison du combat laïque et du combat social, théorisée par Jean Jaurès, est nécessaire. C'est pourquoi nous aurions tort de circonscrire le combat laïque à sa contingence historique. Nous aurions tort de l'assigner au combat qui a eu lieu seulement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Si nous nous situons dans la filiation des anciens, des combats des anciens, nous sommes, et donc de la défense bien sûr, de la loi de 1905, nous sommes aujourd'hui obligés de replacer la bataille laïque et la bataille sociale dans son contexte historique, économique et social, sous peine de ne pas être compris par le mouvement social en pleine effervescence aujourd'hui, à cause de la crise du capitalisme et de ses aspects désastreux pour tous, mais en particulier pour les couches populaires, ouvriers, employés, et j'ajouterais les familles monoparentales, donc en général les femmes avec leurs enfants, car les chiffres sont alarmants sur la situation sociale des familles monoparentales. Je rappelle que 2 700 000 enfants vivent dans ces familles monoparentales. Aujourd'hui, les puissants, les prédateurs capitalistes qui dirigent la planète sont une alliance de force, d'une part, qui lie les politiques les plus libérales de marchandisation, de privatisation et de déréglementation du droit, et d'autre part, les entités communautaristes et intégristes. Nous n'oublierons jamais que les services secrets des États-Unis ont formé et financé les talibans d'Omar et de Ben Laden dans la guerre contre les soviétiques en Afghanistan en 1979. Nous n'oublierons jamais non plus qu'en France, il est plus facile d'avoir des subventions par les collectivités locales lorsqu'on se dit communautariste que lorsqu'on se dit laïque. Nous n'oublierons jamais que ceux qui ont pactisé avec les forces dominantes, à droite et à l'extrême droite, bien sûr, mais malheureusement aussi à gauche et à l'extrême gauche, ont accepté sur l'autel de la finance généralisée la régression pour le droit des femmes dans les pays où l'intégrisme et le communautarisme sont au poste de commande. Comment penser alors l'articulation du combat laïque et du combat social? Il y a d'abord un fait qui montre à lui seul que cette articulation est pertinente. À chaque fois qu'un espace est déserté par la puissance publique, notamment les services publics, ce sont les structures religieuses qui ramassent la mise. Et ça, c'est dans tous les pays du monde. Rappelons-nous la façon dont Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, a courtisé pendant les émeutes de novembre 2005 les chefs religieux qui avaient alors beau jeu de se présenter comme le dernier recours de la République pour tenir une jeunesse qui, je cite, baisserait les yeux devant Allah. Pour penser l'articulation
entre le combat laïque et le combat social. Il faut avoir à l'esprit que la laïcité est porteuse d'un modèle politique qui en lui-même est l'ennemi du néolibéralisme et du capitalisme. Catherine Kinsler l'a montré avec force hier. Le modèle laïque considère le citoyen comme un atome, à savoir une entité déliée. Le modèle laïque ne part pas des communautés, mais du citoyen qui est pensé comme une entité déliée de ses particularismes. Un tel modèle interdit par conséquent le recours à d'autres formes de solidarité que celles que le droit produit. Pour que le citoyen soit libre, il convient de lui octroyer non seulement des libertés constitutionnelles, ce que nous appelons des droits-libertés, mais aussi des droits-créances, le droit à la sécurité sociale, le droit à l'instruction, le droit à un salaire digne, le droit à un logement digne. Si vous n'accordez pas ces droits aux citoyens, vous les obligez à recourir aux solidarités communautaires, aux solidarités familiales et religieuses. Du modèle laïque découle donc mécaniquement la lutte pour les droits sociaux, comme l'a dit Pierre Galland avant moi. La lutte pour les droits sociaux est non seulement une lutte pour l'égalité, mais aussi une lutte pour la liberté. Un citoyen qui peut bénéficier des services publics dignes de ce nom, d'une retraite digne, d'une sécurité sociale solidaire, est plus libre que celui qui n'en bénéficie pas. Qu'on ne s'y trompe pas. Tous ceux qui font l'apologie de la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire de la concurrence faussée, d'un marché déréglementé, ce sont eux les véritables ennemis de la liberté. Comme vous voyez, notre lutte est loin d'être terminée. Je dirais que la transformation sociale à laquelle nous aspirons ne pourra voir le jour que si nous poussons jusqu'au bout les principes républicains. Je paraphrase là la phrase de Jaurès. Le socialisme, c'est la République poussée jusqu'au bout, disait-il. Il faut pousser jusqu'au bout l'ensemble des principes républicains qui sont les nôtres, mais sans jamais dire qu'un principe est supérieur à un autre. La promotion de ces principes républicains doit être faite une et indivisible comme doit le rester la République. Restons guidés par les 9 principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de démocratie, de solidarité, de sûreté, de souveraineté populaire et de développement durable. Sortir un élément sans le lier aux autres, cela revient à refuser de poursuivre la marche de l'émancipation humaine. Nos anciens nous ont appris qu'il fallait refuser que les dogmes ethniques et religieux polluent la sphère publique, à savoir la sphère de l'autorité politique, qui est l'espace dans lequel se constituent les libertés. Mais il nous a appris aussi que la République reposait sur un dualisme de principes. Si la sphère de l'autorité politique est celle où se constituent les libertés, c'est-à-dire principalement l'école, les services publics, etc., doit être régie par le principe de laïcité, l'espace de la société civile, la rue comprise, doit être, quant à lui, être régi par le principe de tolérance. Les individus doivent pouvoir jouir de leurs droits et de leurs libertés, pourvu qu'ils respectent les limites qu'impose le droit commun. C'est pourquoi le modèle laïque garantit la liberté de conscience et garantit la défense de l'universalité des droits. Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, le modèle laïque n'est pas l'ennemi des religions. Ce serait confondre laïcité et athéisme. Les défenseurs de la laïcité n'ont jamais voulu interdire à quiconque le droit de pratiquer le culte de leur choix, pourvu qu'ils respectent le principe de laïcité et les lois qui valent pour tous les citoyens. Mais dites-moi, pourquoi ce principe de séparation ne s'appliquerait pas à la sphère publique économique dans notre projet de transformation sociale? Pourquoi nous ne devrions pas exclure également les dogmes économiques et financiers de la sphère publique économique? Pourquoi être contre les signes religieux à l'école et ne pas être contre les lits et consultations privées dans l'hôpital public? Pourquoi être contre le financement des écoles privées confessionnelles
et ne pas l'être contre le financement public des cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires? L'argent public ne doit pas nourrir une école qui segmente l'humanité, pas plus qu'elle ne doit nourrir les actionnaires des cliniques privées et des firmes multinationales de l'assurance. C'est pourquoi l'UFAL propose que ce principe de séparation soit étendu à la sphère économique et que dans ce cas, ce principe de séparation, né dans le mouvement social laïque, devient la pierre angulaire du projet de transformation sociale, car il s'applique à tous les domaines, celui du domaine ethnique et religieux, celui des institutions et aussi celui de l'économie. Dans cette acception, la sphère publique économique doit être protégée de tous les dogmes ethniques, religieux, économiques et financiers. Elle n'a donc pas à être régie par la logique du marché, même encadrée par la loi de la République. Mais elle n'a pas à être gérée par un bonapartisme social qui devient vite une bureaucratie qui se détache du peuple, comme nous l'avons vu pour les services publics naguère étatisés. Nous devons inventer une logique citoyenne, basée sur l'élection des gestionnaires de ces services publics, sur la base des conditions de Condorcet de la démocratie, à savoir l'information de tous sur tous les supports médiatiques possibles, le débat raisonné, puis l'application du suffrage universel. Est-ce une utopie? Non. Parce que nous avons déjà vécu ainsi. Vous savez, comme disait le grand philosophe Antonio Gramsci, le neuf préexiste toujours dans le vieux. Il n'y a jamais de création ex nihilo. Eh bien, ce système, cette logique citoyenne, elle a été inventée, je dis bien inventée, par le Conseil national de la résistance, qui s'est créé en 1943, d'une part pour lutter contre l'envahisseur nazi, mais d'autre part pour construire le projet politique de la France de demain. Eh bien, pendant 22 ans, c'est-à-dire entre 1945 et 1967, la sécurité sociale n'a pas été gérée par l'État. Elle a été gérée par les représentants élus des assurés sociaux sur liste syndicale. La dernière élection à la Sécu, c'est le gouvernement Mauroy qui l'a faite en 1983, et le gouvernement qui l'a abandonné, c'est le gouvernement Rocard en 1989, et c'est Juppé qui l'a supprimé de la loi en 1995. On pourrait bien sûr discuter d'ouvrir ces élections à d'autres structures, associatives ou mutualistes par exemple. Mais pendant cette période où la sécurité sociale a été dirigée par les représentants élus des assurés sociaux, c'est la seule période où les inégalités sociales de santé ont diminué. Aujourd'hui, elles augmentent. C'est la période d'éradication de certaines maladies infectieuses. En 22 ans, on a supprimé la tuberculose de la France. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 cas de tuberculose en France, alors qu'elle avait été supprimée au milieu des années 60. Mais donner le pouvoir au peuple, c'est insupportable pour les prédateurs capitalistes qui, des ordonnances du général de Gaulle de 1967 jusqu'à la loi Sarkozy-Fillon-Bachelot de 2009, ont détruit en 42 ans tout ce qu'avait construit le Conseil national de la résistance. Et je le dis ici, il y a des forces sociales, associatives, politiques, syndicales, qui ne laisseront pas, je dirais, abandonner cet accord du Conseil national de la résistance. Comme quoi, ce principe de séparation, qui est né dans la bataille laïque, et dans la bataille de la résistance face à l'occupant, grâce à nos anciens, je propose non de la supprimer au nom de je ne sais plus quel moderniste plus ou moins post-moderne, mais de le conserver, de l'étendre à l'ensemble du projet tout entier, dans tous les domaines, qu'ils soient ethniques, religieux, économiques, financiers, et ainsi de présenter dans les combats internationaux cette pierre angulaire née dans le combat laïque et dans la résistance. Ainsi, nous refuserons la double dérive que représente le capitalisme financier et le communisme soviétique. Le capitalisme financier voulait que l'espace civil, en l'occurrence l'espace du marché, envahisse la sphère de l'autorité politique.
Il faudrait que le politique n'ait d'autre horizon que la loi du marché. On voit aujourd'hui à quelle catastrophe ce dogme produit. C'est la principale cause de la crise du capitalisme aujourd'hui et qui ne se résoudra pas par les rustines du G20 qui s'est réuni. Le communisme soviétique a conduit à la dérive inverse. L'autorité politique envahissait l'espace de la société civile puisqu'il n'y avait plus d'espace dans lequel les citoyens pouvaient jouir de leur liberté. Ainsi, en généralisant ce principe de séparation, né dans le combat laïque et dans la résistance, nous pouvons proposer au monde un modèle philosophique de transformation politique et sociale qui lie tous les principes que nous avons évoqués. À la privatisation des esprits et du profit, et à la socialisation des pertes et de la charité, que nous propose bien sûr le turbo-capitalisme actuellement, nous lui opposerons la socialisation des biens communs de l'humanité grâce aux principes nés dans la résistance et dans le combat laïque et social. Et donc, si on vous demande quel est votre projet, qu'est-ce que vous proposez, eh bien moi je vous propose la réponse suivante. Notre projet, c'est la laïcité et la république sociale dans un combat internationaliste. Je vous remercie.